Figaro Live, bonjour. Le sport français est-il en danger? C'est la question qu'on a posée sur Twitter. C'est la question qu'on posera également aujourd'hui à nos décrypteurs. C'est la question qu'on se pose après cette note de Matignon envoyée au ministère des Sports qui annonce la suppression de 1600 postes de conseillers de CTS, on verra ce dont il s'agit, et également des conseillers techniques du sport, donc, et de réduction du budget, et dans la foulée, la polémique, la confusion. Cette annonce, effectivement, vient un peu comme ça de manière surprenante. Elle était très brutale pour tout le monde et je conçois que ça ait pu faire peur. C'est une base de discussion à l'évidence. Et après, c'est dans la discussion qui se fera avec le Premier ministre que les choses se stabiliseront. Et je tiens à réaffirmer qu'aucun des 1600 CTS évoqués dans le document dont vous avez eu connaissance ne perdra son emploi. Leur métier est précieux. Alors, qui croire, que croire? Bonjour Laurent Louette. Bonjour Vincent. Vous êtes le premier de nos 3 décrypteurs aujourd'hui. Vous dirigez avec Martin Couturier le service des sports du Figaro et Sport 24, le site 100% sport du Figaro, 2 publications qu'on recommande, bien évidemment. Le sport français, selon vous, aujourd'hui, est-il en danger? Le sport français, pour moi, aujourd'hui, n'est pas en danger. Pourquoi? Parce qu'il vit une période absolument faste, quasi historique. Alors qu'il y a une douzaine d'années, le vide en matière de grands événements avait cours en France, puisqu'aucune organisation n'était prévue. Depuis quelques années, avec l'Euro 2016 et le gain de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023, le gain de l'organisation des JO 2024, la France se voit offrir des perspectives en matière de sport inédites et de développement sportif inédites. C'est inédit. Alors, pourquoi cette polémique? Cette polémique, elle naît au départ d'un problème budgétaire, une lettre de recadrage envoyée par Matignon au ministère des Sports à Laura Flessel, démissionnaire surprise quelques jours après. Donc, une missive qui lui indique que le budget des sports va être réduit de 30 millions à partir de 2019. Et cette missive, elle indique également que des postes, 1600 emplois à temps plein, vont être supprimés. Sont immédiatement identifiés les postes de CTS. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, les CTS constituent un tissu de compétences, un tissu littéralement, c'est humain, les conseillers techniques du sport. Conseillers techniques du sport, qui peuvent prendre la forme de conseillers techniques régionaux, de conseillers techniques départementaux, sont des hommes et des femmes. Ce sont des fonctionnaires qu'on met dans des fédérations sportives. Agents de l'État, ouais, qui sont payés par l'État, qui sont donc fonctionnaires et qui sont mis à disposition des fédérations sportives pour créer un tissu en région, dans les ligues, un tissu local, un socle sur lequel la fédération s'appuie pour prolonger ses caps en matière de politique sportive, que ce soit pour le haut niveau ou la pratique de masse. Concrètement, par exemple, un CTS pour la Fédération française de football, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est en région, alors il est en ligue départementale, par exemple, et il a pour mission principale, par exemple, la formation des éducateurs, la détection des nouveaux talents, ou encore l'organisation, le suivi en termes d'organisation des compétitions édictées, régulé par la Fédération française de football, voilà, au niveau local. Et puis il a... C'est un sportif, Alors très souvent, ce sont des anciens sportifs de haut niveau. Je pense par exemple à Karim Gueye, qui est un ancien bon pratiquant international en équipe de France de taekwondo, qui est aujourd'hui en poste dans le Val-de-Marne. Voilà, Val-de-Marne qui est une source avec Evan GP et beaucoup d'autres d'une pépinière qui fournit aujourd'hui l'équipe de France en taekwondiste de haut niveau. Alors, je reviens à la polémique. Vous dites que, selon vous, le sport français n'est pas en danger. On a vu donc ce coup d'éclat de Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports, et de l'autre côté, le recul du Premier ministre, qui a dit qu'il n'était pas question pour l'instant de supprimer ces 1600 postes, sans dire s'il s'agissait d'ailleurs, s'il s'agissait bien de ces conseillers techniques sportifs. En tout état de cause, ça semble être une tempête dans un verre d'eau. Alors, la ministre, Roxana Maracineanu, a immédiatement précisé qu'effectivement, les 1600 postes qui étaient visés ne feraient pas l'objet de perte d'emploi, mais ces hommes et ces femmes devraient exercer leurs fonctions dans un cadre rénové.
En gros, on va les réaffecter. Qu'est-ce que ça veut dire en français dans le texte ? On va les réaffecter à d'autres tâches. Voilà. Et on. Quelle pourrait être cette tâche ? Et on risque de gommer, de déléter, d'effacer la ligne budgétaire de ces 1600 postes sur les comptes de l'État pour essayer de les reporter sur, par exemple, les collectivités territoriales. Une décentralisation des dépenses de l'État, comme on l'a vu dans d'autres domaines. Alors justement, sur les histoires de dépenses, ce sera ma dernière question, Laurent. On parle d'une autre menace, c'est celle sur le budget 2019. Elle est fondée ou pas ? Oui, Philippe Bana l'a souligné. Il a rappelé. Philippe Bana, c'est le président de l'association des directeurs techniques nationaux, et on l'entendra tout à l'heure. Qui sont en fait les grands patrons dans les fédérations des CTS. Et donc Bana a rappelé qu'effectivement. On les cœurs de métier. Voilà. Alors, il a rappelé que le budget du sport, en une quinzaine d'années, était passé de 0,3% du budget global de l'État à 0,13%. En ce sens, on voit bien que le budget du sport est visé de manière régulière lorsqu'il s'agit de générer des économies pour l'État. Donc il y a quand même un danger, en tous les cas une menace, au niveau du financement par l'État du sport français. En tout cas, des compétences qui aujourd'hui sont mises à disposition du sport français. On parle de la création d'une agence nationale du sport. On y reviendra peut-être en deuxième partie parce que ce serait intéressant d'avoir l'enjeu. Je voudrais qu'on fasse, qu'on jette un coup d'œil sur le tour qu'a pris cette polémique, notamment un tour politique. Et parmi les réactions qu'on a entendues, eh bien, il y a celle de prédécesseurs de Roxana Maracineanu, notamment l'ancien ministre socialiste des Sports, Patrick Kanner. Je vous propose d'écouter. Il n'est pas acceptable dans un pays qui va organiser la Coupe du Monde féminin, qui va organiser la Coupe du Monde de rugby en 2023, bien sûr les JO et les Jeux paralympiques en 2024, de voir des moyens diminuer. C'est un choix politique, manifestement assumé par le gouvernement. Il faudra donc en tirer toutes les conséquences. Bonjour Martin Couturier. Vous dirigez le service des sports du Figaro avec Laurent Louette et on recommande un excellent dossier que vous avez supervisé récemment dans les éditions papier du Figaro et à retrouver sur le Figaro.fr. Vous expliquez tous les ressorts de cette polémique. La même question qu'à Laurent, est-ce qu'il y a selon vous une menace sur le sport français, en particulier sur le sport de haut niveau ? En fait, et Laurent vous l'a déjà décrit, le problème de tout ça, c'est une affaire de gros sous finalement. C'est-à-dire que l'État veut se désengager, pas totalement, mais en partie du financement du sport. Mais est-ce que ça menace le sport français ? Bien sûr que ça menace le sport français. On ne peut pas dire le contraire. Un budget effectivement qui est divisé par 2 depuis 1981, c'est forcément une menace. Les CTS dont vous venez de parler, c'est quand même énormément d'anciens champions, Laurent l'a dit, mais d'anciens champions qui sont là pour apporter leur expertise. C'est aussi pour eux une sorte de reclassement. Donc on va se priver, si on supprime tous ces postes, de l'expertise de tous ces gens-là. Mais là, il n'est plus question justement qu'on supprime ces postes. Il n'est pas question de les supprimer, on va finir par les supprimer d'une manière ou d'une autre. Il y en a 400 qui sont annoncés à la retraite prochainement, dans les prochaines années. L'État espère sans doute passer leur financement aux collectivités locales, Laurent l'a dit, mais également aux fédérations. Le souci de tout ça, c'est qu'il y a certaines fédérations qui se portent très bien. Donc, on pense évidemment au football, au tennis, qui ont des gros événements qui permettent de financer finalement leur activité. Là, on parle des toutes petites fédérations, des plus petites fédérations, qui, elles, effectivement, ont du mal à récolter des fédérations, c'est par exemple des sports qui ne sont pas tellement pratiqués en France. Ou qui sont pratiqués, mais qui ne génèrent pas beaucoup d'argent, parce que professionnellement, il n'y a pas beaucoup de recettes. Il n'y a pas beaucoup d'engouement du public pour les suivre. Il y en a, mais tous les 4 ans, par exemple, pour les Jeux Olympiques. Alors justement, l'an dernier, vous étiez là, on célébrait l'octroi à la France de l'organisation des JO 2024. Question simple, a-t-on les moyens de les organiser ? On a trouvé les moyens de les organiser. Le budget global est fixé, 6,8 milliards, on le connaît, 3 milliards pour le budget d'organisation qui sera financé à 97% par des fonds privés. Et ça, c'est vraiment le budget d'organisation, 3,7 milliards, 3,8 milliards. Et ensuite, il y a 3 milliards pour les installations, dont une partie est financée par l'État. Donc ça, c'est calé. C'est a priori, semble-t-il, pas en déficit.
pas en tout cas aujourd'hui, et la volonté. On est mieux lotis que certains pays, par exemple aux États-Unis, avant les JO de Salt Lake City, qui étaient en déficit et même en faillite avant même qu'ils aient lieu. Absolument, ça c'est cadré, c'est propre. Le seul souci, c'est de savoir combien on va avoir de médailles à ces JO. Aujourd'hui, ça se prépare dès aujourd'hui, 6 ans avant. Alors pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce ma question, c'est plus exactement en quoi l'argent peut aider les athlètes français à être plus performants, à remporter plus de médailles aux JO. Parce qu'aujourd'hui, il faut de l'argent pour qu'un sportif, il a besoin de vivre en fait, un sportif, tout simplement. C'est son métier. On voit que certains vivent bien. Oui, mais là encore, on parle des footballeurs, des tennisman, des basketteurs de la NBA et des rugbyman, mais pas tous non plus. Là, on parle de ceux qui vont faire les JO, qui sont exposés tous les 4 ans, qui ont des tout petits salaires, qui travaillent souvent dans des entreprises, dans des collectivités locales, et qui en même temps font leur préparation. Claude Onesta, qui est l'ancien patron de l'équipe de France de hand, qui a tout gagné, vous le savez, les experts, a remis un rapport qui est assez alarmiste sur la situation actuelle, à savoir qu'effectivement, les résultats notamment qu'il prévoit pour les Jeux de Tokyo en 2020, donc sur la route de Paris 2024, vont être assez mauvais. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les sportifs français, qui ne sont pas des professionnels de ces sports dont on a parlé tout à l'heure, n'ont pas assez d'argent pour se consacrer exclusivement à leur préparation. Donc, pardonnez-moi, pour qu'on comprenne bien, Martin, ça veut dire qu'il faudrait qu'ils aient de l'argent pour, par exemple, s'absenter de leur entreprise et que cet argent serve à compenser leur manque de salaire quand ils vont s'entraîner. Tout à fait. Ils sont par exemple à mi-temps entre préparation et entreprise. Claude Onesta, il préconise qu'ils fassent préparation pendant 6 ans jusqu'à Paris 2024 et qu'ils fassent entreprise après. Et qu'ils sont en espèce de congé sans solde et retrouver leur entreprise ensuite. Laura Flessel, juste, avait fixé comme objectif 80 médailles. On ne sait pas très bien pourquoi Laura Flessel a fixé cet objectif-là. Le sport français, en apprenant ça, s'est dit, mais c'est n'importe quoi. Le record, je vous le rappelle, c'est Pékin 2008 avec 43 médailles. Donc on doublerait pour Paris 2024 ces résultats. Donc c'est totalement infaisable. Les experts espèrent une 60aine de médailles du côté de Paris 2024. Les experts, donc c'est l'équipe de France de handball. Il nous reste 30 secondes. Juste, Martin, on a accusé le comité olympique dans ces affaires, dans cette polémique là, récente, de jouer perso. Pourquoi ? Et est-ce que c'est vrai ou faux ? Alors, effectivement, plusieurs présidents de fédérations françaises, dont Jean-Luc Rouget, celui de la fédération de judo, estiment que Denis Messeglia a privilégié les négociations... Le patron du comité olympique français. A privilégié les négociations avec l'État sur la gouvernance du sport. Parce qu'à l'occasion de Paris 2024, on remet en cause le modèle actuel qui date quasiment du général de Gaulle. Donc on remet en cause cette gouvernance. L'objectif, c'est donc la création d'une nouvelle agence nationale du sport qui serait financée en partie par l'État, mais aussi par les entreprises, mais aussi par les collectivités territoriales. Et qui chapeauterait l'ensemble des sports français. Voilà, absolument. Et donc Messeglia s'est battu pour cette gouvernance-là. Et du coup, certains estiment qu'il a été moins réactif sur les critiques notamment et qu'il a mis un petit peu la charrue avant les bœufs en négociant cette création, mais pas le budget qui va avec. On ne sait pas de combien sera dotée cette agence, et c'est le point de crispation important avec l'État en ce moment, donc savoir combien l'État va filer finalement à cette agence. Parce que se posera également peut-être un problème sur la cohabitation entre l'agence des sports et le ministère des Sports. On y reparlera dans une deuxième partie. Il y aura peut-être disparition tout simplement du ministère des Sports, c'est ce que certains pensent et craignent. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Je propose d'y revenir dans une deuxième partie. En attendant, je vous remercie à Martin de ces précisions. Une question, que faut-il faire pour le sport français ? C'est la question qui était posée sur Twitter, c'est le thème de cette émission. Et je vous propose d'écouter la réponse précisément, Martin, du président du groupe de travail sur les JO 2024, le député socialiste Régis Juanico. Il faut une loi de programmation pour les prochaines années, augmenter les financements plutôt que les baisser, comme ça a été le cas pendant cette première année. Et là, il faut vraiment qu'il y ait une réaction des pouvoirs publics, car nous allons dans le mur, et notamment ici les bénévoles, et ceux qui sont dans les clubs, dans nos territoires, qui sont ceux qui font aussi les champions et qui font le très haut niveau, c'est eux qui pâtissent de cette situation. Bonjour Thomas Remoller. Bonjour. Vous êtes directeur associé d'Olbia Conseil. Vous avez été surtout conseiller de Roselyne Bachelot au ministère de la Santé et des Sports. Vous étiez justement le conseiller sport. Vous avez été membre du Comité national olympique. Pour vous, la même question qu'à Martin et Laurent, est-ce que le sport français est aujourd'hui en danger ? Non, le sport français n'est pas en danger. Les chiffres que vous avez évoqués sont évidemment impactants, et notamment pour les petites fédérations, comme Martin l'a dit.
Le sport français, globalement, non, on n'est pas en danger. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses en tout du sport, c'est 36 milliards d'euros. Et il y a 18 milliards d'argent public. Et on parle de 481 millions d'euros pour le budget des sports. Et là, d'une baisse de 30 millions. Donc ça aura un impact sur certains acteurs, et je pense qu'on va en parler. Mais globalement, le sport français... On peut en parler justement. Sur quel secteur ça peut avoir un impact? C'est surtout sur ce qu'on appelle les petites fédérations. Parce que finalement... Ce qu'on disait précédemment, donc, ces sports qui sont... parfois peu pratiqués ou qui ont peu de public ou qui ont peu de compétition. Qui sont peu médiatisés, qui ont éventuellement par exemple, sont très pratiqués mais n'ont pas beaucoup de licenciés. Par exemple, vous prenez le surf. Nous, on travaille par exemple pour la Fédération française de surf. Il y a plus de 680 000 pratiquants en France. Il y a moins de 20 000 licenciés. C'est un budget de quelques millions d'euros. La moitié provient de l'État, avec des cadres techniques, les CTS. Pourtant, le coût du surf est par exemple très cher. Donc, oui, mais les gens, on peut penser qu'il y a énormément d'argent dans cette. Oui, mais qui ne va pas vers la fédération ni vers les clubs. Le sujet, c'est ça. C'est pour ça que le sport français n'est pas en danger. Il y a un Français sur deux qui fait du sport, et parmi ces 1 sur 2, il y en a 1 sur 2 qui le fait dans un club. Donc, de toute façon, on pourra continuer de faire du sport. Les clubs vont pouvoir continuer d'avoir des subventions, notamment des collectivités locales, peut-être un peu moins, mais il y en a toujours. C'est 12 milliards les dépenses des communes, des communes, vers les clubs. Donc, le gros danger, c'est pour les fédérations. S'il n'y a plus les cadres techniques, ou si elles doivent prendre en charge les cadres techniques, parce qu'évidemment, ils ne vont pas disparaître. Elle a raison, la ministre, quand elle dit qu'on ne va pas se supprimer. Mais depuis quand on vire des fonctionnaires, ça n'existe pas. En revanche, il va juste falloir que quelqu'un d'autre les paye que l'État. C'est ça le sujet. Mais ça fait depuis très longtemps, on le sait. Le sport le sait que ça va arriver. C'est arrivé depuis 1996, il y a eu une polémique juste avant les JO d'Atlanta sur le sujet. Comment, justement, vous analysez la polémique actuelle? Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je trouve dommage, c'est la méthode. En fait, ils ont lancé... Quelle méthode? La méthode du gouvernement, parce que finalement... Du Premier ministre d'avoir envoyé cette lettre de cadrage à Laura Flessel? Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, vous en avez parlé rapidement au niveau de la gouvernance. Alors, la gouvernance du sport qui est remise en question, ça fait 10 mois que l'ensemble des acteurs du sport discutent sur qui va décider, avec quel budget, pour quel projet, qui fait quoi et tout ça. Le problème, c'est que quand vous avez... C'est un débat d'ailleurs qui est passé complètement inaperçu du oui, grand parce public. que ce que vous êtes en train de nous dire, ce qu'on est en train de voir, en réalité, c'est que le système des fédérations sportives, des clubs de sport qu'on voit partout en France, est remis en question. Non, il n'est pas remis en question. Ce qui est remis en question, c'est plutôt au niveau national. Si vous allez dans les clubs, ils sont au courant de rien. En fait, il y aura toujours des clubs. Mais oui, il y aura toujours des clubs et globalement, il y aura toujours des fédérations. Au pire, il y en a peut-être qui vont se rapprocher. On peut imaginer qu'il y a des pays, en Allemagne, il y a beaucoup moins de fédérations qu'en France. On peut imaginer qu'il y a des fédérations qui se rapprochent. Mais globalement... Par exemple, c'est quoi? On met la Fédération française de tennis avec celle de badminton? Oui, je ne sais pas si ce serait les deux sports qui pourraient être ensemble, mais oui, il peut y avoir des rapprochements. Mais non, le plus important, c'est que l'impact peut être sur les fédérations, mais globalement, le reste du sport... de toute façon, on trouvera toujours des solutions. Non, quand je vous dis qu'il y a un problème de méthode, c'est que cette gouvernance du sport qui doit être revue, si jamais on me disait qu'il y avait plus... Si l'État se désengage financièrement avec moins de budget et plus la prise en charge des CTS, il fallait juste le mettre au préalable. Et dans ces cas-là, on organise les choses différemment. Pourquoi le dire en fin de concertation? C'est ça qui est un petit peu surprenant. Et à votre avis, vous qui avez travaillé justement dans un ministère, à votre avis, pourquoi on annonce ça au dernier moment? Alors, je ne sais pas si c'est au dernier moment, mais finalement, vous en avez parlé. C'est Cap 22 qui est c'est un peu la RGPP sous Sarko. Hein. Alors, on va redonner la traduction. La RGPP, Révision générale des politiques publiques. La révision générale des politiques publiques, on se dit qu'il faut dépenser moins. Pardonnez-moi, qui était juste une politique pour pouvoir réduire le train de vie de l'État. C'est ça. Et là, Cap 2022, c'est exactement la même chose, mais à la version Macron. Et donc, dans ce cadre-là, ce que vous dites, c'est que c'est pour ça qu'on. C'était en parallèle, finalement, et ils doivent trouver 50 000 fonctionnaires. Il faut trouver 50 000 fonctionnaires en moins, enfin 50 000 en moins de TP. Et donc, quand on regarde objectivement, quand on ne connaît pas le sport, son organisation, quand on regarde ces 1604 techniques, c'est des fonctionnaires mis à disposition du secteur privé. Je crois que ça existe en Russie et à Cuba, hein, et dans aucun autre secteur en France. C'est quand même très particulier. Je comprends Dernière question, il faudrait remettre en cause ça, selon vous? En tous les cas, il y a peut-être des fédérations qui peuvent les prendre en charge. On peut imaginer que quelques fédérations qui ont des gros actifs, comme le foot avec son équipe de France ou le tennis avec Roland-Garros, peuvent peut-être les prendre en charge. Il y en a d'autres qui vont peut-être avoir du mal à les prendre en charge. C'est ça qu'il faut trouver.
cette espèce d'équilibre. Merci beaucoup Thomas Remmler pour ces premières précisions. On continue le débat, s'il y a encore des questions, et il y a des questions des internautes du Figaro. En tout cas, pour alimenter ce débat, je vous propose d'écouter cette déclaration d'un homme dont on a parlé depuis le début de cette émission, c'est Philippe Bana, le directeur de l'Association des directeurs techniques nationaux, qui interpellait récemment la nouvelle ministre des Sports. Roxana, tu étais une grande championne, tu étais une femme formidable, tu t'es toujours battue dans toutes les piscines du monde. Tu n'es pas venue au ministère des Sports pour faire syndic de faillite. Il reste dans les 0,13% du budget, 0,02% du ministère des Sports affecté à des cadres. Les fédés font tout, l'État fait plus grand-chose. Il est temps qu'il s'y recolle un petit peu. On va lui dire d'arrêter de vouloir supprimer l'État et d'aller plaider tout de suite derrière nous auprès d'Édouard Philippe cette idée. Alors le lendemain, Philippe Bana quand même a adouci son propos et l'a assuré. On a confiance, a-t-il dit, sur la même antenne, celle de RMC Sport. On a confiance en Roxana Maracineanu. On se met à son service pour batailler. Les propos sont-ils fondés? Ça, j'aimerais bien avoir votre réponse. Mais avant, j'accueille Jérémy Pontieux des réseaux sociaux. Jérémy, est-ce que les internautes du Figaro ont beaucoup commenté, ont beaucoup réagi à cette polémique? Et si oui, que disent-ils? Alors, tout à fait. Je vais citer en premier lieu la question Twitter qui dit « Selon vous, le sport français est-il en danger ?» On a 39% de oui et 61% de non, donc les gens ne sont pas peut-être globalement si inquiets que ça, mais on a quelques points de crispation qui s'expriment. Celui que je vois revenir assez souvent sur le Figaro.fr, c'est sur la question des suppressions de postes. Supposées, qui ont été depuis démenties, mais la question qui se posait, c'est de nos internautes, quel est le rôle réel du ministère des Sports? Certains disent ces coupures, alors certains vont très, très loin. Dijonais nous dit clairement à quoi servait-il. Et le moindre mal nous dit ces coupures sont très bonnes. La fonctionnalisation de l'organisation du sport de haut niveau est un détournement du rôle de l'État. Généralement, ce qui revient, c'est pourquoi autant de postes au sein des ministères et est-ce que la suppression ne serait pas bonne? Alors, il y a peut-être plusieurs questions dans ces questions, Jérémy. Ce que je vous propose, c'est peut-être déjà cette question du ministère des Sports. Est-ce que le ministère des Sports et l'existence du ministère des Sports est justifiée? Thomas Remmler. Vous y avez travaillé, c'est pour ça que... Oui, non, mais moi, j'ai aucun problème à dire qu'éventuellement, il pourrait être supprimé. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a plus les CTS, si ce ne sont plus des fonctionnaires qui sont payés par les collectivités locales ou les fédérations, et qu'il y a une agence du sport sous forme de groupement d'intérêt public avec l'ensemble des acteurs qui est constitué, on peut vraiment se poser à quoi va encore servir le ministère des Sports. Laurent. Juste rappeler simplement que les fédérations sportives jouissent de délégations ministérielles. C'est-à-dire qu'elles ont le pouvoir d'organiser des compétitions et de traiter d'une discipline, d'un sport. Le pouvoir octroyé, délégué par l'État, d'organiser des manifestations. C'est l'hypothèse de base. Martin? Je trouve que ce serait un mauvais signe de supprimer le ministère des Sports. Il a été secrétaire d'État pendant longtemps aussi. Vous m'avez compris. Il a été secrétaire d'État. Oui, ça j'ai très bien compris. Bon, parfait. Mais on va chercher depuis quand il est passé à l'état de ministère des Sports, parce que ça, ce n'est pas... ça bouge. Ça bouge. Je pense que c'est Chantal Joanneau. Mais après, ça a bougé plusieurs fois. Il était d'ailleurs sous l'égide du ministère de la Santé. De ministère de la Santé. À l'époque où vous étiez... Juste avec Roselyne Bachelot. Ouais. Et après, c'est devenu avec Joanneau, puis Douillet, un ministère. Après, c'est repassé avec Thierry Braillard, un secrétaire d'État sous Caner, Patrick Caner, que vous avez interrogé tout à l'heure. Donc ça bouge en fait. Sur ce sujet-là, Jean-François Lamour, auparavant, il y a maintenant presque 20 ans, avait eu une initiative qui était assez intéressante. Lui, il proposait de fusionner le ministère des Sports avec, à l'époque, le ministère des associations. De créer un ministère des Sports et des associations, alors sportives et culturelles, et de rapprocher cette entité-là du ministère de l'Éducation, parce que pour lui, le ministère des Sports, en tant qu'ancien sportif, concentrait trop d'intérêt autour du sport de haut niveau et pas assez autour du sport de masse. Jérémy, dans les questions que vous posiez également, il y avait cette question et également des postes. Est-ce qu'il y a un certain nombre de postes qui, même si on garde en l'état le système actuel, ne méritent pas d'être supprimés? Je pense que c'est comme partout, il y en a qui sont bons, il y en a qui bossent moins bien et qu'on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas être plus efficace? Oui, c'est sûr.
La question que vous posez, hein, Martin, revient à échéance très régulière. Martin signalait tout à l'heure, c'est pour ça que je m'adressais à lui, le fait qu'il y a beaucoup d'anciens sportifs de haut niveau qui occupent ces postes de CTS. Et parfois, on s'est souvent, enfin pour le coup, la question est souvent revenue, de savoir s'ils étaient réellement efficaces après leur carrière dans un rôle comme ça à multiples facettes, la formation, l'organisation, prêcher la bonne parole des politiques sportives. Et si finalement ces postes de CTS n'étaient pas des retraites un peu camouflées, voilées. Non. Vous y croyez pas? Oui, non. Il y a quand même, la grande majorité des CTS font un vrai job sur le terrain. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne devrait pas les redéployer dans les fédérations, parce qu'il y en a, je crois que c'est la moitié des CTS qui sont dans les 10 plus grosses fédérations. Et qui sont les plus riches. Voilà. Sur ce point, alors peut-être Bradito, lui qui est un internaute, se pose une question sur non pas le nombre de personnes, mais peut-être l'opacité du ministère, c'est comme ça qu'il l'exprime. Il dit « Personne ne connaît l'effectif du ministère des Sports ». Il cite l'article sur lequel il commente. Le total des agents du ministère se situe entre 3 000 et 3 500. Il dit « Un rapport du Sénat donne en 2001 le chiffre de 6 700 personnes. C'est bien d'annoncer au moins 1 600 postes, mais sur combien ?» Et peut-être la question est-elle aussi… doit-on peut-être faire une mission d'explication de l'intérieur, de savoir quels sont les postes au ministère des Sports auprès du public? Eh bien, justement, c'est ce qu'on fait. On fait cette mission d'explication. C'est exactement ça commence. Thomas Rémoller. On essaye. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que depuis, je pense que c'est à l'époque Sarko-Fillon, en fait, ça a été, justement, avec Roselyne Bachelot, il y a eu les fonctionnaires du ministère des Sports sont passés sous, je crois, c'est l'égide des ministères sociaux. Ce qui fait qu'il y a certains postes, moi je ne pourrais pas vous dire si c'est vraiment du sport, de la jeunesse, notamment derrière ça, on ne sait en pas fait. qui finance. Si, c'est l'État, hein, donc c'est nous. Oui, c'est l'État, mais on ne sait pas dans l'État quel est le ministère qui finance exactement. Je pense que, j'imagine que là, je n'ai pas fait l'exercice, mais il faut regarder. Si vous regardez les lois de finances et tout ça, il y a marqué exactement combien il y a de postes dans chacun des ministères. Moi, ce que je trouve intéressant, et pour aller un petit peu plus loin que ça, c'est comment finalement ce débat sur la gouvernance, et aussi comment on organise le sport de très haut niveau. Les Anglais, on peut peut-être parler du modèle anglais si vous le souhaitez, avaient décidé après… On signale d'ailleurs justement l'article sur le Figaro.fr du correspondant du Figaro, Florentin Colomb, qui fait ça, justement présente et raconte comment c'est mis en place. Il racontait tout simplement que depuis les Jeux d'Atlanta 96, où la Grande-Bretagne était partie avec une seule médaille, ils avaient entièrement revu leur modèle, décidant de créer une agence, UK Sport. C'est ce qu'effectivement on peut faire peut-être avec l'Agence nationale française, et de privilégier vraiment l'élite. Et de dire une subvention, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Nous, en France, depuis toujours, on dissout tous nos moyens sur l'ensemble des sports, alors qu'eux, ils ont choisi de sélectionner certains sports et de mettre le paquet sur ces sports-là au niveau financier. Le cyclisme, la voile, l'aviron, par exemple, et de laisser tomber le basket, le hand, parce qu'ils savaient que de toute façon, ils partaient trop loin et qu'ils n'auraient pas de médaille. Donc, ils ont focus vraiment sur certaines disciplines. Et ça a très très bien fonctionné jusqu'aux Jeux de Rio où ils étaient incroyablement bien classés au tableau des médailles après avoir sombré en 96. Alors ça favorise les très bons, mais alors les très, très mauvais ou les très petits sports, finalement, sont sacrifiés. C'est pas faux, mais il faut savoir ce qu'on veut. Thomas Rémoller. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'aident plus les sports qui n'ont aucune chance d'avoir des médailles et qui n'ont pas de projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au JO de Londres, et je crois qu'à Rio c'était pareil, il y avait plus de sports médaillés en Angleterre qu'en France. Donc peut-être qu'ils sont plus durs, mais finalement, ils ont plus de médailles et en plus, ils ont plus de sports. Donc finalement, c'est un système qui pousse vers le haut. Et c'est ce qu'on essaie de faire. La nouvelle agence qui va être pilotée, en tous les cas, sur le sport de haut niveau par Claude Onesta, dont on a parlé tout à l'heure, ça va être sa feuille de route. Est-ce qu'en France, on est capable d'assumer et d'avoir des choix politiques forts et d'assumer cette prise de décision en disant « oui, on ne va pas aider tout le monde, mais on va mieux aider ceux qui ont un vrai projet et qui peuvent avoir des médailles ?» C'est toute la question. Il y a une petite phrase sibylline qui est intéressante de Roxana Maracineanu dans l'interview qu'elle a donnée à un confrère de l'Équipe avant-hier, où elle dit que pour elle, une bonne politique sportive, en gros, ne se mesure pas au nombre de médailles glanées
lors des Jeux Olympiques. Elle donc, se rupture avec Laura Flessel. Total, dont on s'interrogeait tout à l'heure sur la raison pour laquelle elle avait avancé le nombre de 80 médailles à l'occasion de Paris 2020, des Jeux à Paris. Donc je pense que la position de Roxana Maracineanu est très différente de celle de Laura Flessel. Bien qu'elle ait été une championne de haut niveau, elle a probablement un regard aujourd'hui davantage tourné sur le sport pour tous que ne pouvait l'avoir Laura Flessel. Et Tony Estanguet, c'est intéressant, si vous me permettez, le patron de Paris 2024 dit ce matin, notre responsabilité, c'est que les Jeux soient un accélérateur pour le monde sportif. Donc en fait, lui, il parle d'héritage, il parle bien sûr des médailles, mais il n'y a pas que ça qui l'intéresse. Il veut aussi que ces Jeux de Paris 2024 soient vraiment le moyen de faire passer un cap au sport français en général, notamment au sport amateur, au handicap, aux paralympiques, etc. Donc vraiment, il y a des enjeux quand même très très importants et il n'y a pas que le sport de très haut niveau. Là, on parle aussi du sport amateur en fait en jeu. Des enjeux importants, mais des visions différentes. C'est ça. Justement, j'avais envie de venir à ce point-là, c'est que beaucoup de gens se demandent, suite au départ de Laura Flessel, quel a été son impact réel sur le ministère des Sports. Et en retour, c'est une deuxième question, donc j'ai cité un Gabriel à ce moment-là, et on avait un autre internaute qui, lui, se demande quelles seraient les compétences de la nouvelle ministre des Sports pour peut-être changer les choses. Alors Laura Flessel ne laisserait pas une trace indélébile dans l'histoire des ministres des Sports, honnêtement. On n'a jamais autant parlé de Laura Flessel que depuis qu'elle est partie. C'est pas entièrement faux. C'est pas entièrement faux. Je le dis sans ironie. Mais malheureusement, son passage confirme, Thomas me contredira ou pas d'ailleurs, que ce n'est pas forcément les anciens champions qui font les meilleurs ministres des Sports. Marie-Georges Buffet a sans doute dans l'histoire été une des meilleures ministres des Sports. Elle a lancé la lutte antidopage en France de manière assez forte et sans doute, sûrement même, un ancien sportif n'aurait pas réussi à ce qu'elle a réussi à faire. Donc Laura Flessel a été compétente, a fait passer la loi olympique, c'était important, a accompagné finalement la réussite et le gain des Jeux Olympiques de Paris 2024, même si ce n'était pas elle l'actrice principale. Elle ne laissera pas une trace indélébile. En revanche, elle manquait d'une dimension politique que Roxana Maracineanu a, car vous savez, elle était effectivement élue en Ile-de-France, au niveau de la région. Comme Jean-François Lamour. Comme Jean-François Lamour, absolument. Voilà. Et Laura n'avait pas cette casquette-là, et ça lui a manqué dans ses négociations, manifestement, et c'est ce que disent les spécialistes, vis-à-vis de Bercy au moment de l'arbitrage. Un espèce de syndrome Bernard Laporte. Est-ce que vous joignez à cet hommage d'un journaliste du Figaro à l'ancienne ministre communiste des Sports ? Oui, bien sûr. Mais en fait, plutôt qu'ancien sportif ou pas, je pense que surtout, il faut qu'ils aient le temps. Et tous les autres n'ont pas eu le temps. David Douillet. Il faut un peu de compétences aussi. Non, mais évidemment qu'il faut des compétences. Mais quand vous citez les anciens, on ne va pas leur donner des notes, mais il y en a beaucoup. Si vous parlez de David Douillet rapidement, il a eu 8 mois. Donc c'est difficile de juger. Bernard Laporte, on peut considérer que ça n'a pas été terrible, il n'a pas eu beaucoup de temps non plus. En fait, dès qu'ils ont du temps, ils arrivent et qu'ils ont la confiance du Premier ministre et du Président, ils peuvent appliquer une politique. Faire des choses. Jean-François Lamour est resté 5 ans. Je pense qu'on peut considérer que ça a été un bon ministre, mais parce qu'il a eu du temps. Il a eu du temps. Il manque du temps. Jérémy, une question. Il y avait un autre point de crispation que les internautes mettent en valeur assez souvent. C'est la possibilité pour le sport privé de financer en réalité le sport. Je cite RCE pour être plus clair. Cette suppression est une excellente chose. Il s'annonce au moment de l'annonce de la suppression. Les Français n'ont pas à payer des impôts pour du sport, il faut qu'ils soient financés par ceux qui les pratiquent. Et LO nous dit qu'on ponctionne tout simplement les sports qui gèrent des milliards, comme le football, ce serait un juste retour. J'avais envie de savoir ce que vous pensiez de cela. Ah, Thomas Hemeler, vous avez travaillé sur cette question. Donc, non, mais c'est le cas. En fait, c'est le cas. Alors, c'est peut-être pas assez. Peut-être préciser pour les internautes, oui, bien sûr. Ça, ils ne savent pas forcément. Oui, bien sûr, mais je vous l'explique. En gros, il y a une banque du sport en France qui s'appelle le CNDS, Centre National pour le Développement du Sport. Qui a un budget, je vais peut-être dire une bêtise, mais autour de 180 ou 200 millions d'euros, je ne sais plus exactement. C'est alimenté par la Française des Jeux et en fait les paris sportifs. C'est une taxe sur les paris sportifs. Et la deuxième, c'est sur les droits télé. Et les droits télé, c'est quoi ? C'est les droits télé de la Ligue 1 de foot, du rugby, du hand, du basket. Et donc en fait, là, ça va être plusieurs millions d'euros qui sont taxés auprès donc, du sport professionnel vers le sport amateur. Parce qu'après, c'est uniquement pour construire des équipements sportifs, pour que les mômes puissent jouer, c'est vers les clubs et tout ça. Donc il y a déjà un financement. On peut considérer, et c'est la demande justement du mouvement sportif, d'augmenter cet apport du sport pro vers le sport amateur. Et
à l'intérieur des fédérations également, il y a aussi des rétrocessions du sport de haut niveau. Quand il y a des revenus, comme au foot, il y a beaucoup d'argent qui arrive grâce aux sponsors qui sont générés par l'équipe de France de foot vers les petits clubs. On peut encore considérer que ce n'est pas assez. Ça, où est-ce qu'on met le curseur? Après, c'est une question de politique. Merci. Le sport réclame effectivement qu'on donne encore un peu plus d'argent issu des taxes, notamment des paris sportifs, parce que les paris sportifs soient déplafonnés, voilà. Parce qu'aujourd'hui, elle a un plafond. Merci Jérémy pour toutes ces questions. Une dernière justement question à vous. Je vous libère puisque vous avez d'autres émissions à modérer en ce moment. Comment justement ces financements peuvent évoluer? Ce sera ma dernière question, Laurent. Ces financements, ils peuvent évoluer de différentes manières, mais il faut qu'on ait quand même à l'esprit qu'il y a quelques années, le groupe Lagardère, avec Arnaud Lagardère à sa tête, avait essayé de mettre en œuvre une structure privée avec l'ambition de travailler sur le sport de haut niveau, mais également au niveau très local, au sein d'un club, d'essayer de développer le sport pour tous. Alors, l'évolution passe certainement par effectivement le fait de révolutionner pour le coup le modèle sportif français. On le disait, et c'est pas anodin aujourd'hui de parler de ces 1600 emplois ETP qui constituent un socle, une base qui descend dans les régions et dans les clubs et dans les ligues. Commencer par se poser la question de la légitimité de ces postes-là, c'est enclencher une nouvelle marche. Martin, rapidement. Il faut régler ce problème de gouvernance qui ne l'est pas encore, car Roxana Maracineanu a malheureusement annoncé qu'elle attendait jusqu'en janvier pour finalement continuer la réflexion sur cette gouvernance qui est un vrai sujet important. Et on suivra ça également avec le budget 2019 dont on doit connaître les grandes lignes à partir de début octobre. Et on recommande également le travail que vous avez fait justement sur l'évolution du financement du sport français qu'on peut retrouver tout à fait sur Internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Laurent, merci Martin d'avoir été avec nous. Non, le sport français n'est pas en danger. En tout cas, c'est l'avis des internautes qui se sont exprimés sur Twitter et qui ont répondu à notre question. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Figaro Live.